Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous avons, si vous le voulez bien, 1h15 ensemble pour dégager l'essentiel de l'actualité. Avec tout d'abord aujourd'hui la montée des inquiétudes sur le Covid. Les images en témoignent à Marseille. Ce sont les files d'attente pour se faire tester. Et c'est à Marseille que l'on envisage des mesures radicales, la possible fermeture des bars après 20h et d'autres mesures exceptionnelles. Nous en parlerons avec la réaction politique de Renaud Muselier, le président de région. Et puis avec les explications médicales, le virologue Yves Gaudin nous dira si un cap est franchi aujourd'hui. L'autre titre que nous développons, ce sont les violences de la soirée et de la nuit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a employé les mots de voyous et de sauvagerie. Beaucoup de voix s'élèvent à droite. C'est le cas notamment de Nicolas Sarkozy pour demander davantage d'autorité. Voilà donc, cette incertitude sanitaire et à la fois cette violence tendue, c'est l'équation très compliquée pour le ministre Bruno Le Maire et l'invité ce soir de notre grand entretien. Il dira comment on peut espérer une reprise dans une telle situation et alors que l'annonce du plan de relance a été reportée. Et puis vous le verrez, l'éclairage historique jouera un grand rôle dans cette émission. Ça se veut même une marque de cette émission. Anne Sinclair en parlera. Son regard de journaliste sur l'actualité, ses souvenirs, mais aussi son dernier livre. Toujours dans le registre historique, en lien avec l'opposant russe Alexeï Navalny. Il présente des traces d'empoisonnement. C'est l'accusation portée par l'hôpital allemand qu'il a reçue. On verra, là encore, que l'histoire nous enseigne. L'accusation fait écho à une grande tradition russe et soviétique. Tous les indicateurs sont en train de progresser, alors que le niveau de dépistage, lui, stagne. On avait promis l'apocalypse aux Français, on leur a dit vous verrez, il y aura une deuxième vague dans 15 jours, 3 semaines. Sauf qu'à force de promettre cette deuxième vague qui n'arrive jamais, on épuise psychologiquement l'esprit des Français. Ils ont du mal à prendre la décision de contraindre les Français. On fait peur aux Français, mais on leur dit ah oui, mais on va vérifier, on va discuter pour savoir si on impose. Non. Voilà ces voix qui donnent le ton de ce lundi 24 août. On a le sentiment, on en parlera avec notre invité, qu'un cap a été franchi aujourd'hui. Les files d'attente en témoignent à Marseille. Tous les gens qui veulent se faire tester. Marseille, deuxième ville de France, où on agite la possibilité de réintroduire des mesures radicales contre la circulation du virus. Il s'agirait de fermer les bars après 20h. Des voix prônent même la nécessité de mesures locales de reconfinement partiel. Ce sont ces images et c'est à Marseille, Charline Hureil. Vous êtes avec nous en direct avec Marine Truchot. D'abord, le processus de décision, si on devait aller à des mesures aussi extrêmes, comment se fera-t-il ? Eh bien écoutez, pour l'instant ce que l'on sait c'est que le préfet est plutôt clair. Il le dit, la situation ici à Marseille est alarmante. Il faut alors prendre des décisions. Et l'une des mesures, vous l'avez dit, ce serait les restrictions d'horaire dans certains bars et certains restaurants. Alors nous, avec Marine Truchot, nous avons posé la question aux restaurateurs. Eh bien pour eux, ils nous le disent, c'est le désarroi d'apprendre cela. Ils étaient achevés ce matin lorsqu'ils ont appris que cette mesure pouvait éventuellement être prise parce qu'ils nous le disent, ils ont été fortement touchés économiquement pendant le confinement et certains ne pensent pas pouvoir se relever s'il y a de nouvelles restrictions. Et puis ils posent cette question, à savoir, est-ce que c'est la première mesure que l'on doit prendre ici à Marseille? Parce qu'ils nous le disent, le port du masque est obligatoire, mais on le constate le soir, ce port du masque n'est absolument pas respecté par la moitié des habitants. Et puis autre question qu'il se pose, c'est cela ne va-t-il pas déplacer le problème, c'est-à-dire encourager les jeunes notamment qui sortent le soir à se regrouper ailleurs, peut-être dans des lieux clos ou bien sur la plage, là aussi où on le voit parfois sur ces images, il n'y a pas de respect des gestes barrières. Donc vous l'avez compris, le désarroi ici à Marseille. Il faut quand même préciser, Darius, que cette mesure n'est pas encore prise et qu'elle est encore en concertation et ce sera une concertation du préfet mais surtout avec la maire de Marseille si cela doit se passer. Alors, au-delà des sentiments des restaurateurs, des politiques, vous avez pu sonder un peu la population, voir les terrasses derrière vous. Est-ce que les Marseillais se sentent stigmatisés ?
Regardez, on va vous les montrer, ces terrasses, elles sont là et vous le voyez, elles sont plutôt remplies. Et les Marseillais ici nous disent, nous ne comprenons pas, nous voulons simplement revivre après ce confinement qui a été compliqué. Et là encore, nous leur avons posé la question, à savoir qu'allez-vous faire s'il y a des fermetures de bars, des restaurants à 20h ou peut-être même à 22h. Ils nous le disent, ça ne nous empêchera pas de sortir et nous irons donc ailleurs sur la plage. Et peut-être que ça nous encouragera, comme je vous le disais, à se regrouper dans des lieux clos. Et là, on le sait, c'est déconseillé pour le virus. Alors, l'autre question qu'on leur pose, c'est à savoir, est-ce qu'on peut finalement profiter d'une soirée avec ses amis en respectant les gestes barrières? Et là, écoutez bien, la réponse est assez spectaculaire. Ils nous disent, c'est très compliqué. Donc, vous le voyez, ce virus, il faut apprendre avec. En tout cas, c'est ce que nous disent les Marseillais. Alors, nous allons entendre la réaction politique, celle de Renaud Muselier, et la réaction médicale. D'abord, première réaction médicale. Vous êtes virologue, Yves Baudin. Est-ce qu'une telle mesure serait utile ? Je voyais là les terrasses, celles qui nous étaient présentées. Les tables sont espacées, on est en plein air. Les aérosols, dans ces cas-là, ils sont immédiatement dispersés. Et sauf à aller cracher à 3 mètres sur la table du voisin. Non, je pense que dans des situations comme ça, là, les gens sont très responsables. Donc, je pense qu'il faut pas... on a toujours tendance à dire qu'il faut raison garder. Mais on demande un effort à la population et ça évitera probablement de prendre des mesures un peu trop drastiques. Quand même. On voit qu'une catégorie de population, les jeunes en particulier, sont ciblés. Est-ce que c'est vraiment là où ça se passe maintenant ? À l'heure actuelle, on voit beaucoup de contamination, effectivement, chez les moins de 40 ans, disons dans la fourchette des 15-40 ans, ce qui fait d'ailleurs que ces gens-là, c'est pas très grave chez eux, ils sont souvent faiblement, voire asymptomatiques. Et donc, c'est pas eux qui, effectivement, vont aller remplir l'hôpital. Ça, on le sait d'avance. Ce qu'on craint, c'est avec la rentrée, le retour dans les grandes villes, pas que Marseille, Paris, Bordeaux, Nantes, c'est là qu'on craint des événements de contamination qui pourraient, cette fois-ci, de nouveau poser problème. Le chiffre est tombé, 1955 cas nouveaux en 24 heures. Il faut le rappeler, ce n'est pas aussi parce qu'on fait davantage de tests. Est-ce que quand on voit cette courbe, on assiste à un cap ? Est-ce qu'on est en train de franchir un cap ? Alors, 1955 cas, c'est moins que ce qu'on a eu hier et avant-hier. Mais bon, au jour le jour, ça dépend combien on a testé. Aussi, c'est peut-être les tests qui ont été faits sur le week-end qui arrivent là. Donc, il y en a toujours moins de faits le week-end pour plein de raisons. Donc, en fait, c'est assez compliqué de se baser sur un seul chiffre. Ce qu'on constate globalement, c'est que chaque semaine, il y a plus de cas. Comment expliquer le fait que chez les jeunes, ça circule et apparemment, ça ne se transmet pas pour l'instant aux plus âgés ? C'est en tout cas ce qui pourrait expliquer la hausse modérée des réanimations ? C'est certainement ça qui l'explique, au moins la hausse modérée des hospitalisations. C'est certainement... Là, il y a une corrélation parfaite. Mais on sait très bien que les personnes les plus âgées, les personnes les plus à risque ont conservé les gestes barrières, ce qui d'ailleurs montre que les gestes barrières sont quand même efficaces. Ce qu'on craint quand même, c'est qu'avec l'hiver, les gestes barrières seront plus durs à respecter. Enfin, avec l'hiver, même avec l'automne, quand il fera un peu plus frais, que les gens rentreront cette fois-ci dans les bars beaucoup plus près, ça peut être beaucoup plus difficile à gérer. Alors, vous êtes très grand virologue, je ne veux surtout pas vous offenser, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de flou où tout le monde va un peu à l'aveugle ? La transmission se faisait pendant les mois précédents, elle ne se fait plus maintenant. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Non, je pense que déjà, il y a quand même si les gestes barrières ne sont pas parfaitement respectés, il y a les gestes barrières. Je veux dire, des jeunes ou plus âgés ? Mais je pense que là, les jeunes sont en vacances entre eux. C'est pas forcément la tradition de partir en famille depuis la grand-mère jusqu'au plus petit en France. Donc je pense qu'il y a des catégories d'âge. Les 25-30 ans sont ensemble et c'est très bien pour eux. Mais la difficulté, c'est quand ils vont revenir. C'est là qu'ils devront être vigilants quand ils reprendront le travail. S'ils retournent au lycée, à l'université, c'est là qu'on leur demande au moins le geste de porter le masque, au moins. Restez avec nous, mais à la lumière de ce que vous dites, on va entendre Renaud Muselier, le président de région. Renaud Muselier, bonsoir, vous êtes avec nous en direct également. Bonsoir, et je suis médecin aussi, donc je cautionne parfaitement ce que vient de dire le professionnel là-dedans qui élimine l'émotion. On est trop dans l'émotion, on s'éloigne trop du scientifique et d'un coup on crée quand même un sentiment d'inquiétude majeure, même s'il faut absolument respecter les gestes barrières. Est-ce que ça veut dire pour vous que l'idée de fermer les bars après 20h serait excessive ? Écoutez, moi, en tant que président des régions de France et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pendant toute la période du Covid, première phase, avec le pic, on avait pris la position de ne jamais créer de polémique. Et donc, on ne va pas commencer à créer des polémiques. Je pense que globalement, quand même, si on regarde le taux de mortalité de l'année passée et on compare à cette année, l'année passée, je peux vous dire qu'il n'y avait pas le Covid, on n'a pas de surmortalité cette année. Donc, il faut savoir un peu raison garder quand même.
Donc, maintenant, bien sûr, il faut trouver la parade. Et s'il y a quelque chose qui est nécessaire, c'est bien entendu le port du masque, la distanciation, le rappel permanent, les contrôles policiers, les amendes à passer. Mais attention de ne pas bloquer la totalité de notre économie avec un principe de précaution qui s'avère plus mortifère qu'autre chose. Donc, je suis d'une naturel très prudent, ce qui n'empêche pas que, en tant que président de région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région sud, on a programmé la rentrée scolaire de façon à ce qu'ils aient tous des masques lavables, tous les étudiants, c'est 200 000 personnes, tout notre personnel, 4 000 personnes seront testées, de façon à ce qu'il y ait ce sentiment d'apaisement, de prise de conscience, de lucidité, et de faire en sorte qu'on ne crée pas de l'angoisse sur une hyper-excitation intellectuelle qui ne se manifeste pas dans des hospitalisations nouvelles. On a été cet été face à un Covid, je dirais, de la nuit, parce que les jeunes sont sortis, sont amusés. Maintenant, on a un Covid d'entreprise, ce n'est pas la même tranche d'âge, ce n'est pas la même transmission. Donc, il y a nécessairement, dans les foyers qui existent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et tout particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône, 40% de ces foyers qui sont dans les entreprises, donc ça pose le masque dans les entreprises, faut-il le mettre, quelles sont les modalités, et 25% dans les bars, dans les lieux de vie, dans les lieux de convivialité. Et donc il faut quand même faire surtout attention à ce que les restaurateurs n'exagèrent pas, et c'est une des raisons pour laquelle il y a une tentation de fermeture systématique. Bruno Muselier, on entend la musique de ce que vous dites. Il y a vraiment tout le champ des opinions, depuis ceux qui disent c'est très inquiétant jusqu'à ceux qui disent au contraire il y a une forme de dictature sanitaire qui s'installe. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un excès de peur ? Je pense qu'il faut faire très attention dans la communication. Et on parle de Marseille comme encore un laboratoire. Vous savez que nous, on a, depuis le départ, pris la position du professeur Raoult, tout parti politique confondu, c'est-à-dire que on dépiste le plus possible, on isole et on traite. Aujourd'hui, au niveau national, on a repris les 2 premiers axes, le traitement étant mis à part et on peut le faire qu'à Marseille. On peut constater, quand il y a eu la première phase de la pointe du Covid, la totalité de la ville s'est confinée de façon tout à fait remarquable, et vraiment, que ce soit du quartier plus difficile au quartier moins populaire, on avait un respect de ce confinement tout à fait remarquable. Il faut faire attention de ne pas empêcher les gens de vivre, quoi. Et d'empêcher les gens de vivre entraîne mécaniquement une question ou des multiples questions sur le bon sens de ces mesures qui sont pas bien comprises. Et donc je pense qu'il faut organiser la vie. Il faut ne jamais empêcher les gens de vivre, parce qu'aujourd'hui les gens ne le comprendront pas et vont se révolter. Et donc il faut le faire avec beaucoup de mesures. Renaud Muselier, merci. Restez avec nous parce que vous aurez une réaction sans doute sur les questions de violence sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Quelques mots de conclusion avec vous, la vision médicale beaucoup plus large. Rapidement, d'abord, on dit le virus a peut-être muté. Est-ce que cette hypothèse existe ? Alors, cette hypothèse s'appuie sur un article qui vient de sortir sur des travaux qui ont été soumis fin mai et qui, en fait, décrivent l'état au mois de mars. Au mois de mars, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, le virus qui circulait en Chine est arrivé en France, enfin en Europe de façon générale, et il y a eu un variant qui a été sélectionné, donc on appelle ça un mutant, et c'est lui qui circule. On voit bien que si c'est ce virus-là qui a circulé, tous les morts qui ont été causés en France ont été causés par ce virus. On n'a pas de signe d'atténuation du virus à l'heure actuelle. On va peut-être le voir à la rentrée, mais pour l'instant, encore une fois, si on n'a pas de cas graves, c'est parce que ça circule dans des populations jeunes plutôt résistantes. Un regard d'une journaliste, Anne Sinclair, on vous entendra sur beaucoup d'autres sujets, mais quand même, vous êtes témoin, vous avez vécu tellement de grands événements. Le Covid, dans les vies de journalistes, beaucoup disent, voilà, c'est le plus grand événement de notre vie, celui qui touche le plus les gens. C'est sans doute le bouleversement, en effet, dans les temps récents, le plus important. D'ailleurs, on le voit bien, notamment dans l'économie, et qui va être le sujet, je sais que vous avez Bruno Le Maire tout à l'heure, qui va être le sujet de la rentrée, puisque l'économie a été complètement bouleversée et que les gens ont peur. Et ce qui me frappe, c'est que autant vous avez d'interlocuteurs, autant on a d'impressions différentes. Et au fond, j'entendais ce matin sur une radio des parents d'élèves, j'entendais des proviseurs, et on a eu un sentiment de flou extraordinaire. C'est-à-dire que
on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il serait juste de faire. Est-ce qu'il faut faire le masque partout, dans les rues partout ou pas? Est-ce que les écoles, moi je sens un désarroi absolu des proviseurs et des enseignants qui ne savent pas comment ils vont organiser les choses avec des classes, avec une grande population ou pas de grande population. On parlait de la stigmatisation. Chacun dit pas nous, les Marseillais disent attention, pas nous stigmatiser, les jeunes, les plus âgés, etc. Vous avez connu ça, vous avez vécu ça? Je fais partie des plus âgés. Moi, je suis la population ciblée, dite les vieux. Donc, à la fois les plus fragiles, ceux qui seront confinés les premiers, peut-être, ceux qui sont les plus à risque. Je pense que ça sert pas à grand-chose, en effet, de faire tout ça. Je pense qu'il y a eu une solidarité exceptionnelle d'une population qui s'est mobilisée. Les jeunes, les vieux, les anciens et les plus récents. Donc, je pense qu'il faut garder cette solidarité minimum et pas commencer à dire c'est les jeunes qui fichent la pagaille, ce sont les vieux qui nous font peur, etc. Il y a une sorte d'harmonie à trouver, mais d'harmonie aussi dans les messages. Moi, je vous dis, c'est les messages qui m'interpellent. Merci Anne Sinclair. L'autre titre de cette journée, ce sont les images de violence qui ont beaucoup marqué en marge du match hier soir. 158 personnes ont été interpellées, 151 personnes ont été placées en garde à vue, parmi elles 49 mineurs. Il y a cette image qui a beaucoup frappé du quad qui descend les Champs-Élysées, qui visiblement n'est pas tout à fait empêché de le faire. Gérald Darmanin parle, je cite, de voyous qui n'ont rien à voir avec les supporters après le match où le PSG s'est incliné 1-0 face au Bayern de Munich. Tout à l'heure, on entendra plusieurs réactions politiques. Mais Renaud Muselier, puisque vous étiez avec nous en direct encore, un mot très bref là-dessus. Beaucoup disent on a franchi, alors c'est pas Paris à feu à sang, il faut donner la juste mesure, mais quand même ce sont des images qui choquent. Est-ce que c'est insupportable pour vous? C'est tout à fait insupportable. On passe d'un moment festif où c'est la France, et moi je suis Marseillais, c'est la France qui joue contre l'Allemagne. On se retrouve où on perd un match, et de toute façon, que l'on perde ou que l'on gagne, ces pseudo-supporters qui sont en fait des sauvages profitent de toutes les situations pour tout défoncer, tout casser et mettent à mal la République. Et donc, les valeurs régaliennes de la République, c'est assez simple. En tout cas, il y a la police et la justice, et ce couple-là se doit de fonctionner. On est dans un pays un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on critique la police, mais on en a toujours besoin. Et on a besoin d'une justice qui soit instantanée et elle est trop longue. Et donc il faut que ce couple-là se remette à fonctionner dans notre pays. Vous avez employé le mot « sauvage ». On en reparlera tout à l'heure parce que ça fait partie des mots que Gérald Darmanin a utilisés. Ce sera aussi la chronique à la fin de cette émission. Un mot quand même sur Marseille. Ce qui était frappant, c'était ces images un peu gênantes, selon certains, des Marseillais qui célébraient la défaite des Parisiens. Ça vous a mis un peu mal à l'aise ? Mais bien entendu, ça me met mal à l'aise. Moi, ma culture à moi, c'est le respect. Le respect des autres, le respect des règles, le respect de la vie, le respect de la joie, le respect de la fête et le respect de l'adversaire. Bon, les Parisiens, c'est pas nos amis, bon, ça va, ok, mais ils sont français. Et bon, en plus, c'est un Français qui marque contre Paris. Alors, tout ça n'a aucun sens. Vive le sport, vive la vie et surtout, respectons-nous. Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Merci à vous. Au-delà de cette soirée avec vous, Driss Ait Youssef, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. On sent bien que quelque chose se passe ces derniers temps. Ce n'est pas la première manifestation de violence. Est-ce qu'on a franchi vraiment une espèce de cap où chaque fois, après chaque fête, on risque d'avoir ce genre de situation? Alors qu'en Allemagne, par exemple, beaucoup disent, ben voilà, en Allemagne, les Allemands ont gagné, tout s'est bien passé. Oui, c'est vrai qu'il faut bien l'admettre, c'est une forme de récurrence que nous avons maintenant depuis quelques années, où chaque manifestation donne en réalité le prétexte à des groupes d'individus qui forment ce qu'on appelle des black blocs pour venir commettre des exactions. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques années où le 1er mai, qui était une manifestation dédiée aux travailleurs, qui se transformait toujours en fin de manifestation en des échauffourées. Et la technique, ou en tout cas la stratégie de la puissance publique, l'autorité, qui consistait à les maintenir peut-être à distance pour peut-être privilégier la casse au détriment, j'ai envie de dire, des blessures, à la fois des policiers mais aussi des manifestants. On l'a vu hier, il y a eu 16 policiers qui ont été blessés. La semaine dernière, c'était 12. Donc on voit bien que le face-à-face, il est tendu. Ça provoque beaucoup d'incompréhension. On va entendre certaines réactions de riverains à ces événements.
Depuis octobre 2019, nous n'avons sans cesse des problèmes. On ne peut plus supporter ça. On vous casse tout. On est arrivé à un niveau de tolérance zéro. Il y en a marre, tout le monde en a marre. Les riverains en ont marre. Il va falloir que quelqu'un, donc le gouvernement, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, fasse le nécessaire. Driss Ait Youssef, des gens choqués. Deux choses. Un, ce que j'appelais la récurrence. C'est-à-dire que lorsque vous avez une manifestation par an, vous avez quelques débordements, quelques échauffourées, le seuil de tolérance des riverains, il est acceptable, on l'accepte, c'est une fois par an. Là, c'est cette récurrence, y compris avec les Gilets jaunes, on voyait quasiment chaque samedi, on avait de la casse. L'autre sujet, c'est ces tentatives un petit peu avortées, parce que la liberté, c'est la règle, et la restriction, c'est l'exception. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la manifestation doit avoir lieu, et toutes les initiatives des parlementaires visant à restreindre finalement à certains individus de pouvoir manifester ont échoué, parce que le Conseil constitutionnel, à juste raison, a dit que si on n'a pas de preuve formelle que l'individu va vraiment casser au-delà d'une décision judiciaire, alors on ne peut pas l'empêcher de manifester. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on dit aux policiers, pas devant les caméras, mais la chaîne hiérarchique, qu'est-ce qu'elle leur dit ? Elle leur dit, tu laisses un petit peu faire, voilà, tant pis, il ne faut pas faire de morts, il faut faire le moins possible de blessés. Comment est-ce qu'on dose ? C'est sûr qu'il y a un traumatisme qui est encore présent dans notre histoire, et je pense que ça doit tenir lieu de référence lors de la gestion des manifestations. C'est Malik Oussekine, décembre 86, où des voltigeurs avaient battu à mort cet innocent manifestant. Et donc la stratégie aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenir un petit peu à distance. C'est pour ça qu'on utilise, les policiers, gendarmes utilisent ce qu'on appelle les grenades lacrymogènes pour les tenir un petit peu à distance, ou en tout cas pour favoriser la dispersion, plus que sur des interpellations. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce que c'est important, vous avez la période de la manifestation, et lorsqu'il y a des exactions, on n'est plus dans la manifestation, mais dans des violences urbaines, et donc là, c'est la répression qui s'applique. C'est pour ça que quelquefois, vous avez ce qu'on appelle des braves à moto, qui vont aller, qui sont des agents interpellateurs, pour faire cesser les dérives et les exactions. Temps difficile pour les policiers et les gendarmes. Il y a la question des masques à faire respecter, c'est pas toujours facile. Il y a ces manifestations de violence. Il y a un ras-le-bol chez eux. C'est vrai qu'au-delà de la fatigue, il y a un vrai ras-le-bol parce qu'il y a d'une part cette fatigue et on sent bien que l'autorité de l'État est contestée de toutes parts. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui, on n'a plus forcément envie de s'arrêter pour se soumettre à un contrôle d'identité ou un contrôle de véhicule. On a vu des policiers et des gendarmes se faire écraser. Donc on voit bien qu'il y a cette forme de contestation, mais qui est d'une certaine manière aussi véhiculée par un certain nombre de politiques qui indiquent que les policiers, c'est l'outil oppresseur de l'État. Puis je rappelle que c'est aussi dans le discours idéologique des anarchistes. À qui faites-vous allusion ? Je fais par exemple allusion à Jean-Luc Mélenchon qui indiquait que dans nos prisons, on avait 800 prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Donc c'est ce genre de discours qui, à un moment donné, sème le trouble chez un certain nombre de nos concitoyens et puis qui conteste finalement le rôle de la police et de la gendarmerie. Ce qui peut se passer demain, au-delà de ça, c'est que finalement, c'est le retour à l'état nature. Parce que finalement, l'état de droit, c'est le policier et les gendarmes à qui nous devons faire confiance, qui va assurer notre sécurité collective. Lorsqu'on n'a plus confiance, finalement, on se fait justice soi-même. Et c'est là où on a un retour à l'état nature qui est particulièrement dangereux pour le vivre ensemble. Driss Ait Youssef, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis l'émission continue. Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Anne Sinclair pour parler notamment de la campagne aux États-Unis. Et nous revenons à l'événement, les violences, les images de violences qui ont beaucoup frappé à Paris. Hier, on en parlait avec vous. Mais aussi, on peut faire le lien avec les deux événements, peut-être les images de violence et Yves Gaudin, cette crise sanitaire, sans faire de café du commerce, vraiment pas. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les uns et les autres de ces événements ? Est-ce qu'il y a un petit effet, disons, cocotte minute dans la société? Beaucoup de gens qui ont vécu quelques mois un peu, ça n'excuse rien évidemment, mais des mois difficiles. Est-ce que vous le sentez? On n'a pas tous été confinés de la même façon déjà, donc ça peut expliquer certaines choses. Mais surtout aussi, je pense que le virus, c'est l'ennemi invisible et ça a ouvert la porte de tous les complotismes. Ça, c'est... Voilà, donc je pense qu'il y a énormément, et ça n'aide pas, parce qu'il y a toujours cette méfiance maintenant vis-à-vis de toute information officielle, plus d'ailleurs que par rapport aux fake news qui circulent sur les réseaux, que les gens acceptent assez facilement, parce que soi-disant plus libres. Mais bon. Il y a une violence verbale terrifiante, il faut le dire. Hein. Vous venez ici sur ce plateau expliquer très calmement les choses, vous recevez oui, on reçoit beaucoup de messages. Je ne suis pas le seul, on reçoit beaucoup de messages, certains sympathiques, mais d'autres beaucoup moins, oui. Je reste à la question sur la cocotte minute. Chacun sait bien, on l'a beaucoup dit, qu'être confiné dans 200 mètres carrés, c'était beaucoup plus facile que d'être dans un petit studio en banlieue. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais voilà, chez beaucoup de jeunes, dans toute une partie de la société, on est en train de se rendre compte que ça boue,
Et c'est quand même, malgré tout, c'est quand même eux qui souffrent le plus, parce que souvent ils étaient dans leur entrée dans la vie professionnelle. Brutalement, l'avenir est un peu compliqué quand même, donc il faut parfois comprendre des choses aussi, quoi. Oui, ce qu'il faut aussi, c'est que cette crise, en tout cas ce confinement de cette crise, elle a révélé aussi au grand jour un certain nombre d'inégalités. Quand vous prenez par exemple le département de la Seine-Saint-Denis, qui a quand même payé un très lourd tribut sur ces travailleurs qui se levaient très tôt le matin et qui ont aussi, à un moment donné, été atteints par ce virus. Et beaucoup ont perdu leur emploi. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils vont exprimer un peu différemment cette espèce d'injustice qu'ils vont vivre au quotidien par une violence. On voit bien, quand il s'agit de rappeler à des individus de porter le masque dans des transports en commun, on n'est même plus dans de la contestation. On est dans de la violence dont on considère que c'est un acte finalement presque légitime d'autorité. On est dans de l'appropriation du territoire où les policiers ne pouvaient plus rentrer dans un certain nombre de territoires pour faire respecter ne serait-ce que des consignes sanitaires. Donc là, on sent bien qu'il y a une vraie difficulté. Au fond, ce n'est pas le début de quelque chose, ce n'est que la conséquence ou le passage d'inégalités criantes que la société traverse depuis de nombreuses années. Les jeunes qui commettent des exactions, ceux qui posent des bombes, ils ne sont pas nés hier. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, et c'est cette histoire qu'il faut prendre en considération si on veut la traiter correctement. Merci beaucoup à l'un et à l'autre pour ces explications. À l'étranger, j'y faisais allusion tout à l'heure, l'événement, c'est l'investiture de Donald Trump tout à l'heure par le Parti républicain pour la présidentielle, la grande convention républicaine. Pas beaucoup de surprises, mais la rapidité de cette investiture. Les 300 délégués du grand vieux parti qui représente les 50 États américains ont désigné Donald Trump comme leur candidat. C'est votre spécialité historique, pour ainsi dire, Anne Sinclair. Et alors, vous êtes une ennemie, ceux qui vous suivent sur Twitter, acharnée évidemment de Donald Trump. Beaucoup de gens disent c'est fini pour lui, et on commence à voir des simulations contraires. Quel sentiment vous avez ? D'abord, ce qui me frappe, là, c'est en effet cette nouvelle de ce soir. Il y a 4 jours prévus de convention républicaine et Donald Trump est déjà investi, ce qui prouve qu'à l'intérieur du Parti républicain règne le même sentiment de façon de bafouer la démocratie que dans l'ensemble du pays gouverné par Donald Trump. C'était une parenthèse. On ne dit pas forcément que Donald Trump est fini, et d'ailleurs, on serait bien imprudent de le dire. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que la Convention démocrate a montré une unité qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire, y compris Bernie Sanders, qui avait ferraillé contre Hillary Clinton, qui est assez loin des propositions de Joe Biden, parce que Biden est plus centriste et Sanders est beaucoup plus radical. Mais néanmoins, ils sentent que le danger... Comme l'a dit d'ailleurs Barack Obama, le danger aujourd'hui, c'est la démocratie américaine. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, Darius, infiniment. C'est cette question qu'on a posée à Donald Trump, à laquelle il a répondu qu'il ne savait pas s'il accepterait le résultat des élections. La réponse est du trumpisme évident. Mais le fait que cette question soit posée dans la plus grande démocratie, soi-disant, du monde, montre l'état de cette démocratie. Comment est-ce qu'on pourrait demander à Angela Merkel ou Emmanuel Macron, est-ce que vous envisagez de quitter le pouvoir si vous êtes battu ? C'est fou quand même, non ? Est-ce qu'il y a chez vous un mea culpa ? Vous incarnez d'une certaine manière ces élites journalistiques qui n'ont pas vu venir... Ça, pas vu du tout, oui. Voilà, mea culpa sur 2016, totalement. Vous n'étiez pas la seule, ça c'est absolument sûr. Je crois que c'est partagé, mais, oui. Cette dimension, le Trumpisme, qui n'est pas seulement un phénomène américain, ça nous ramène ce qu'on dirait, qui est un phénomène mondial. Est-ce que par un excès de bonne conscience, de bien-pensance, vous l'avez raté ? Oui, ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, et j'en suis, l'ont raté. Moi, je ne vis pas aux États-Unis, j'y ai vécu un temps, mais je n'y vis plus. Et j'étais le reflet, en effet, de l'opinion moyenne américaine. La veille de l'élection, tout indiquait, sondage y compris, que Hillary Clinton serait élue. D'ailleurs, elle a eu la majorité. C'est un système américain qu'il faut comprendre, qu'elle avait 3 millions de voix de plus. Mais comme le système est par État, il suffit de remporter un État, ne serait-ce que de très peu, pour remporter tous les délégués de cet État. Donc oui, ça c'est vrai, on n'a pas vu, mais on est au-delà de ça aujourd'hui. On a 4 ans
de Donald Trump. On a 4 ans d'impéritie, d'incurie, mais toujours ce socle, violence. 40% peut-être, disons, 40%, tout est discutable dans ces sondages, Oui, parce qu'ils sont grands. oui, Mais 40%, est-ce que ça peut être un socle, un levier bien sûr, suffisant pour gagner? Ça peut être un socle. C'est pas tout à fait suffisant pour gagner, parce que le système, en effet, américain, faut qu'il gagne dans des États où ça se joue à peu de choses. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, c'est quand même une prise de conscience, d'abord par les Américains, qui voient qu'ils ont 175 000 morts du Covid, avec un président qui a proposé qu'on boive de l'eau de Javel, qui a proposé de refuser de porter le masque, attiser les gens dans la rue comme révolte. Le manque de compassion de Trump, c'est là-dessus que l'ont attaqué Michelle Obama notamment. Exactement. Ça peut jouer cette Exactement. fois-ci. Et Michelle Obama et Joe Biden, qui a fait, disent tous les analystes, y compris les plus sceptiques, qui a fait là son meilleur discours de la campagne. Et justement, Biden incarne l'empathie. Biden, c'est pas en effet l'enthousiasme qu'il y avait pour Barack Obama, mais Biden incarne la compréhension de l'autre, l'empathie, le sentiment que l'autre existe, tandis que Trump, pour lui, c'est son problème, c'est la négation de ce que souffrent les Américains, qui ont aujourd'hui 50 millions de chômeurs. Anne Sinclair, si on ramasse beaucoup de thèmes de cette émission, et pas seulement, on l'a vu avec Renaud Muselier, l'identité, même entre Marseillais et Parisiens, c'est déjà quelque chose. Ça fait longtemps, les rivalités ça, c'est longtemps, OM-PSG, et ça peut être de bonne longtemps. guerre. Mais on voit bien à quel point c'est revenu au devant de la scène, alors qu'on a si longtemps nié. Ça aussi, on ne l'a pas vu. Oui, c'est pas forcément quelque chose d'heureux que ce réveil identitaire de chaque groupe, de chaque ressenti. L'universalisme enfin moi j'y crois beaucoup. Vous y croyez toujours? L'universalisme est il n'existe pas aujourd'hui, est un idéal à atteindre, mais ça existe, ça a été aujourd'hui, on est les héritiers des Lumières qui ont populariser cette idée, et pas de la division, de la fragmentation, de l'archipélisation, comme a dit Jérôme Fourquet assez justement dans son livre, que chaque groupe, que chaque village, que chaque communauté soit repliée sur elle-même. C'est un problème régressif et pas progressiste. Merci beaucoup Anne Sinclair, et je recommande votre livre La rafle des notables, où il est question aussi d'identité, parce que c'est l'histoire de ce grand-père déporté qui, lui, se sentait complètement français, intégré, et qui a été surpris par la violence de l'histoire contre lui. Merci beaucoup Anne Sinclair. C'est moins l'histoire du grand-père d'ailleurs que l'histoire de tous ceux qui ont vécu ce drame sous l'occupation. Et je le recommande. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Darius. Et nous ouvrons maintenant la page du grand entretien de cette édition avec Bruno Le Maire. Voilà, monsieur le ministre, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur le ministre. Voilà, vous faisiez trop de politesse, je vous en prie. Merci Bruno Le Maire d'être avec nous. Merci Darius Rochemin. Pour parler d'économie, bien sûr, de la controverse sur la violence, on va y revenir, de votre rôle dans ce gouvernement. D'abord, évidemment, il y a cette peur qui revient en force face au virus. Beaucoup de gens ressentent une sorte de vertige, un inconnu. Est-ce que vous le ressentez ? Oui, je le ressens dans les discussions que je peux avoir avec mes proches, avec mes amis, ma famille, les chefs d'entreprise. Ce virus, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas bien. C'est pas bien comment il se diffuse, comment il se propage, quelles peuvent être les conséquences sanitaires de long terme. Donc il faut appliquer un principe de précaution. Et c'est le principe que nous appliquons avec le président de la République et le Premier ministre. Tout faire pour apprendre à vivre avec le virus sans bloquer l'activité économique, mais sans mettre en péril la santé des Français. On entendait un Renaud Muselier qui disait « trop, attention, trop de précautions ». C'est une voix dans la société, ce n'est pas tout le monde, c'est une partie de l'opinion. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je comprends cette voix, je le vois chez beaucoup de chefs d'entreprise. Je pense qu'il faut que nous mettions sur le même pied d'égalité l'urgence économique et l'urgence sanitaire.
que nous apprenions à vivre tant que nous n'aurons pas un vaccin de disponible avec cette menace du virus. Et je vais vous dire, Darius Rochebin, la seule solution, c'est la responsabilité individuelle. Je ne crois absolument pas que dans les sociétés où nous sommes, nous pourrons à nouveau imposer un comportement collectif à tous les Français, un confinement généralisé. Le président de la République était très clair là-dessus. Donc on ne peut compter que sur notre responsabilité individuelle. C'est nous qui avons l'avenir de la sécurité sanitaire de la France et l'avenir de l'économie française entre nos mains. Sur LCI, ce matin, Philippe Juvin, le patron des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et représentant des Républicains, lâchait ce mot, il disait « Vous avez la trouille ». On a l'impression que vous naviguez un peu à vue, que vous avez la trouille. Est-ce que vous avez la trouille ? Absolument pas. Ça n'a jamais fait partie de mon tempérament de responsable politique. En revanche, j'ai le sens des responsabilités. Quand même, le sens des responsabilités. D'hésitation sur cette question du Covid. On voit à quel point, voilà, les bars à Marseille, etc., il y a une espèce de... Mais tout le monde, en Europe et ailleurs, a tâtonné face à un virus qui est totalement nouveau. Je pense que la seule bonne réponse, une fois encore, c'est faire preuve chacun de sens des responsabilités, essayer de construire des réponses qui soient cohérentes, qui soient compréhensibles pour tous en France, les appliquer et je le redis, apprendre à vivre avec le virus parce que nous ne pouvons pas arrêter à nouveau l'économie française comme elle a été arrêtée pendant plusieurs mois. Ça n'est pas possible. Le coût économique, mais le coût social aussi, notamment pour les personnes les plus modestes, les plus fragiles, tous ceux qui n'ont pas d'emploi, tous ceux qui cherchent aujourd'hui une activité, serait prohibitif. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous ne rajoutez pas aujourd'hui à cette incertitude ce plan de relance colossal, 100 milliards, enjeu historique, qui aurait dû être annoncé là, cette semaine, il est reporté. Est-ce que ça ne fait pas de désordre ? Alors ce sont, pour être très précis, les annonces qui sont reportées. L'application, elle, se fera donc il est prêt. À date. Il est prêt. Nous irons travailler avec mes équipes pendant tout l'été, avec les autres ministres. Pardon, mais comment expliquer ça ? C'est tellement important. Il y a un enjeu tellement énorme. Vous savez que chaque jour l'explication, compte. Bien sûr, mais il n'y aura aucun retard dans la mise en application du plan de relance. Je dis bien aucun retard. Pas un jour, pas une seconde. En revanche, nous l'annoncerons dans ces détails un peu plus tard. Quand ça ? Je rappelle aussi, c'est quand ? La semaine prochaine, vous aurez le détail du plan de relance, puisqu'il est prêt, il est disponible, on y a beaucoup travaillé, on aura l'occasion de faire des tout petits ajustements. Vous savez que ça paraît flou à beaucoup de gens. Nos confrères de RTL disaient que vous avez été mis devant le fait accompli, c'est vrai ? Il n'y a pas de fait accompli dans un gouvernement. Il y a un président de la République qui décide, un Premier ministre qui décide, et des ministres qui sont là pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Vous voulez dire ils ont décidé, avant de vous en parler, entre eux ? Mais c'est eux qui ont pris cette décision. Et je pense que c'est une décision qui est sage au regard de la situation sanitaire. Moi, mon rôle de ministre de l'économie et des finances, c'est quoi ? C'est de faire face à la crise. Et croyez-moi, je pense que nous avons apporté, lorsque la crise a été déclenchée, une réponse forte, immédiate, efficace. Ma deuxième responsabilité, c'était de préparer la rentrée. Et toutes les mesures qui sont indispensables pour la rentrée, je pense en particulier aux mesures pour l'emploi des jeunes, elles sont disponibles. Aujourd'hui, une entreprise qui va embaucher un jeune qui hésite à cause de la crise économique, il a 4 000 € de prime. Cet argent, ce n'est pas le plan de relance. Franchement, pour utiliser une expression macronienne, est-ce que vous ne nous racontez pas des cracks ? Tout le monde sait très bien que les lobbies, les grandes entreprises, tout le monde, c'est normal, cette bonne guerre, vous appelle pour chacun avoir un petit morceau de cette manne extraordinaire de 100 milliards. Mais c'est plus la peine d'appeler parce que les choses sont déjà décidées et arrêtées. Donc c'est plus la peine de prendre son téléphone pour essayer d'obtenir 100 millions d'euros ici, 100 millions d'euros là. Nous avons beaucoup travaillé avec le président de la République et le Premier ministre sur les choix structurels de ce plan de relance, le soutien à la décarbonation de l'économie, l'accélération de la transition écologique. Nous avons fait un choix stratégique qui est celui de l'investissement, qui, je pense, est le seul à même nous permettre de rebondir après la crise. Nous avons réparti les crédits entre les différents secteurs d'activité. Et si vous avez un tout petit peu de patience, la semaine prochaine, vous aurez le détail de tout cela. Un mot encore sur le retard. On se compare forcément. Les Allemands, c'était en juin pour juillet, lancé en juillet. Tous ces retards comptent énormément, vous le savez bien, chaque jour compte. C'est gênant pour la France ? Non, parce qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. On nous a dit, par exemple, les Allemands mettent beaucoup plus d'argent pour soutenir les trésoreries des entreprises. Ils ont mis 550 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. La France ne met que 300 milliards. Très bien. Mais quand on regarde la réalité, quelle est la seule chose qui m'intéresse ? La réalité et la vérité de ce qui a été décaissé pour les entreprises. Il y a eu 120 milliards d'euros
de prêts garantis par l'État en France, il y en a eu un peu plus de 60 en Allemagne. Donc vous voyez, regardons la réalité des choses, et je pense que notre intérêt collectif, de toute façon, c'est que Espagne, Italie, Allemagne, France, tous ensemble, nous redémarrions vite. Bruno Le Maire, vous avez répété encore aujourd'hui, pas de hausse d'impôts. Si on fait le panorama général, on voit pas de hausse d'impôts, dites-vous, on ne travaillera pas davantage, c'est ça? J'ai dit pas de hausse d'impôts. Travailler davantage, par contre, ça? Travailler plus longtemps, tout ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Quand on regarde aujourd'hui la situation française, je pense que c'est plutôt sur cette question-là qu'il faut s'interroger. Je ne dis pas décider tout de suite. Je dis que la vraie interrogation, elle est là. Sur les impôts, soyons là encore très simples. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays développés, de tous les pays de l'OCDE. On ne va pas essayer de battre encore un record pour augmenter les impôts. Les impôts, nous n'y toucherons pas, sauf pour les baisser. Suppression de la taxe d'habitation, baisse de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises et baisse des impôts de production pour relocaliser l'industrie. En revanche, quand on nous compare et qu'on regarde par rapport aux autres pays développés, le temps de travail global en France, je ne dis pas le temps de travail individuel, le temps de travail global, collectif de la France, de la nation française, je pense que nous pouvons faire mieux. L'argent vient bien de quelque part. Nous allons vers combien d'endettement? On va vers 120% de dette. Mais la réalité, c'est qu'il y a une grande partie de cette dette, 20 points environ, qui sont dus à la crise. Donc on va mettre ces 20 points de côté, on va les amortir sur 20 ans, et la dette diminuera le jour où nous aurons retrouvé de la croissance. C'est par la croissance qu'on va baisser la dette et pas par les impôts. Vous savez que je viens, moi, d'un pays, la Suisse, où 50% d'endettement public, c'est monstrueux, déjà, c'est vu comme quelque chose de monstrueux. Les Suisses ne sont pas les seuls. Aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays, on se dit, mais voilà, c'est une fragilité de la France. Est-ce que la France, de fait, n'est pas plus fragile? Je pense que la France est une nation économiquement très solide. Il ne faut pas oublier que juste avant la crise, nous avions l'un des meilleurs taux de croissance de la zone euro, 1,5%. C'était 0,9 points de plus que l'Allemagne. Très bon résultat avant la crise, c'est vrai, notamment création d'emplois industriels. Qu'est-ce que ça prouve? Ça, c'est sûr. Parce que maintenant, la fragilité, connais le doute d'Arius Rochebin. Je vais revenir à la fragilité italienne. Mais je connais trop le doute que les Français peuvent avoir sur eux-mêmes pour ne pas leur dire qu'ils doivent avoir confiance dans leurs capacités. Et que nous avons montré en 3 ans, les 3 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, que la politique économique que nous menions donnait des résultats. Ensuite, sur la dette, oui, c'est une fragilité. Et c'est une fragilité à laquelle je ne me résigne pas. Mais si nous voulons être efficaces et avoir des résultats, il faut savoir respecter les séquences. Aujourd'hui, il y a une crise massive. Elle fait des dégâts économiques considérables. L'État doit faire le maximum et il continuera à faire le maximum. Et viendra le temps où, effectivement, il faudra réduire la dette publique. Ce sera par la croissance, parce que la croissance sera revenue, et ce sera effectivement par la maîtrise des finances publiques, en évitant les dépenses inutiles et en réduisant les dépenses de fonctionnement. Il faut toujours avoir en tête le scénario du pire. On est à un moment où la France, face à la Turquie, la France au Liban, le président de la République, la semaine prochaine à Beyrouth, etc., veut montrer qu'elle reste une très grande puissance. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une grande puissance nucléaire, militaire, mais économiquement de second rang? C'est toute ma responsabilité, Darius Rochebin. Et croyez-moi que je mesure l'importance de cette responsabilité. Il n'y a pas de puissance politique sans puissance économique, financière et technologique. Ma responsabilité avec ce plan de relance, c'est de garantir que les initiatives très fortes qu'a prises le président de la République cet été, avec l'Allemagne, sur la Méditerranée orientale, au Liban, puissent être crédibles parce qu'elles s'appuieront sur une nation économiquement solide. C'est ma responsabilité. Et moi, je ne vous cache pas ma fierté d'avoir vu le président de la République tout cet été être présent au Liban. Les Libanais en avaient besoin. Rappeler un certain nombre de principes de droit en Méditerranée orientale face au comportement agressif de la Turquie et prendre ses responsabilités sur tous les sujets internationaux, notamment avec notre principal ami et partenaire, l'Allemagne. C'est pour moi un motif de fierté et ma responsabilité derrière, c'est de m'assurer que la nation française reste économiquement solide. Bruno Le Maire, les images du jour, puisque vous parlez aussi au nom du gouvernement dans sa globalité, ces images de violence qui ont beaucoup marqué à Paris en particulier. Encore une fois, il faut donner la juste mesure, ce n'est pas partout dans la ville, mais enfin, ce sont quelques images qui sont insupportables aux yeux de beaucoup. Gérald Darmanin a employé le mot de sauvagerie. Est-ce que vous employeriez le même mot?
Oui, ce n'est pas un mot qui me dérange. Je trouve ces images insupportables. Proprement insupportables. Je plaide pour la fermeté la plus totale face à des personnes qui se greffent sur toute manifestation sportive, syndicale, sociale, pour mettre le désordre, attiser la violence et monter les Français les uns contre les autres. Pardon, vous dites toujours ça et ça se renouvelle. C'est bien pour cela que je pense qu'il faut non seulement faire preuve de très grande fermeté, Gérald Darmanin l'a dit et je lui fais toute confiance pour afficher et mettre en œuvre cette fermeté du point de vue de maintien de l'ordre public. Je fais confiance aussi aux forces de l'ordre qui montrent à chaque fois leur efficacité et aussi une certaine sérénité face à des violences qui ne cessent de se répéter alors qu'il pourrait y avoir de leur part une certaine lassitude. Je compte sur M. Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, pour faire en sorte que la justice passe et qu'elle soit ferme. Mais je pense plus largement que le problème fondamental, j'ai eu l'occasion de le dire depuis des années, c'est un problème éducatif. Que sur le long terme, la seule façon de traiter ces images qui sont insupportables et ces faits qui sont insupportables, c'est reprendre à la racine les problèmes d'éducation, de respect, de vivre ensemble, qui malheureusement aujourd'hui en France souffrent terriblement. Vous savez que c'est un sujet béni pour la droite, pour Marine Le Pen aussi, enfin pour la droite. Nicolas Sarkozy était tout à l'heure à Cannes, séance de dédicace, et il a réagi, écoutez. C'est beaucoup plus large que le football, c'est le problème de notre société avec l'autorité. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que sans autorité, il n'y a pas de vie possible en société. Moi, je crois à la verticalité. Je crois au leadership, je crois à l'autorité. Et je crois que sans leader, on ne peut pas faire avancer les choses. Et cette contestation systématique de l'autorité ne peut conduire qu'à des problèmes. En un mot commençant, ce qu'il a dit, vous le diriez ? Je dirais une partie, je dirais pas la totalité. Pourquoi ? Parce que je le rejoins sur la question de l'autorité. Je pense qu'il n'y a pas de liberté possible sans autorité. Et que l'équilibre difficile à trouver dans les démocraties occidentales, dans la démocratie libérale nous sommes, c'est cet équilibre entre liberté et autorité. Il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas d'autorité, parce qu'il n'y a pas de sécurité, pas de protection, pas de possibilité de se déplacer. En revanche, je pensais qu'il suffit d'avoir un leader autoritaire pour que la sécurité soit garantie. Hélas, non. Vous voulez dire qu'il en fait trop, là, selon vous ? Non, je ne pense pas que ce soit le sujet fondamental. Je ne pense pas qu'un seul homme ou une seule femme, par sa seule autorité naturelle, pourrait, en France, régler ces difficultés d'ordre public. Le mal est plus profond. Le mal est culturel, le mal est éducatif, il doit être traité à la racine, il faut de l'autorité dans le respect des règles, il faut que la justice passe, mais il faut aussi tous que nous nous interrogions sur notre modèle éducatif, les règles que nous inculquons, la culture que nous transmettons à nos enfants. Séance de dédicace de Nicolas Sarkozy, révélatrice de ce succès inouï de son livre. On a l'impression que Nicolas Sarkozy, son charisme, n'ont pas été remplacés à droite. Est-ce que c'est vrai ? Je vais vous dire, c'est pas tellement mon sujet. Mais c'est votre électorat d'origine. Oui, c'est mon électorat d'origine, mais je ne pense pas du tout que ce clivage droite-gauche soit encore pertinent. Et d'ailleurs, si je me suis engagé derrière Emmanuel Macron, c'est justement pour dépasser ce clivage. Je pense qu'il y a d'autres clivages, malheureusement, qui sont beaucoup plus opérants et peut-être beaucoup plus dangereux. Mais pardon, la réalité électorale ne dit pas tout à fait ça. On l'a vu au municipal, il y a un électorat de droite qui est là, qui est considérable. Situation paradoxale, il est là, mais il n'a pas de champion, pas pour l'instant. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui croient dans l'économie de marché, dans la compétitivité de nos entreprises, dans la construction européenne, dans le respect de la culture française. C'est la famille politique à laquelle j'appartiens. Et je ne suis pas sûr que ce soit une question de droite ou de gauche. Vous avez d'autres clivages, comme par exemple celui entre croissance et décroissance, celui entre obligation ou incitation et liberté, qui sont peut-être des clivages plus opérants dans la société française. Bruno Le Maire, c'était vos amis, à des degrés divers, mais on pense à quelques noms. Édouard Philippe, l'homme le plus populaire de France, il a ses chances de ramasser la mise. Mais je ne crois pas du tout que ce soit dans ses intentions, vous l'interrogerez. Mais je pense qu'il sait ce qu'il doit à Emmanuel Macron, comme je sais ce que je dois à Emmanuel Macron. Et quand on s'engage en politique derrière un homme,
Et derrière ses idées, on lui doit sa loyauté. Ça n'exclut pas la liberté dans son expression, dans ses décisions, mais la loyauté est, je pense, un principe important en politique. Vous avez pris une stature. On disait beaucoup toujours le maire, l'éternel second, etc. Là, vous avez labouré votre champ à Bercy, 3 ans. Il y avait des vacheries sur vous. Vous vous rappelez ce que disait Sarkozy ? Oui, le charisme d'une huître. Voilà, le charisme d'une huître. Est-ce que votre charisme a grandi ? Ça vous demanderait aux Français. Ce que je sais, c'est que... Je ne sais pas si le charisme grandit avec la durée. Ce que je sais, c'est que la légitimité, l'efficacité grandit avec la stabilité à son poste. On m'a vu à tous les postes possibles et imaginables. On dit, il va aller aux affaires étrangères, il fait tout ça pour aller à Matignon. Je pense avoir tenu une ligne ferme, claire, constante. Et la constance n'est pas la première des vertus des responsables politiques en général. J'ai toujours souhaité rester ministre de l'économie et des finances pendant la durée du quinquennat. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous servez le mieux les Français. C'est comme ça que vous êtes crédible auprès de vos homologues allemands, espagnols, américains ou chinois. C'est comme ça que vous obtenez les résultats que nous avons obtenus. Moi, je suis fier des résultats que nous avons obtenus au bout de 3 ans au ministère de l'économie et des finances. Je suis fier de la manière dont la nation française a su faire face à la crise économique en faisant bloc, en débloquant 460 milliards d'euros et en protégeant les Français. Donc j'ai qu'une envie, c'est de continuer et de pouvoir dire aux Français, la crise est derrière nous, on a retrouvé la croissance et vous la prospérité. Bruno Le Maire, vous savez très bien que dans la politique française, à un moment donné, on est présidentiable ou non. Effectivement, vous avez changé de stature. Est-ce que vous serez toujours un éternel second ? Mais je ne suis pas un second. Second de fait, quoi, oui. Il y a un premier, vous êtes second. Et vous n'êtes pas le seul second, c'est sûr. Je ne vois pas du tout les choses comme il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Il y a une personne qui est responsable de l'économie et des finances de la France. C'est une immense responsabilité et un immense honneur. Et ce n'est pas une question de numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est une responsabilité qui vous est donnée et que j'exerce pleinement, tous les jours. C'est comme ça que je conçois mes fonctions. Quelques mots plus personnels, Bruno Le Maire. Je vous dis une chose, ça peut paraître peut-être insolente. Vous avez vieilli, ça m'a frappé sur les images. Mais c'est vrai de beaucoup de gens, oui, c'est vrai, oui. Pendant ce Covid. Non, mais il y a eu une épreuve tellement intense pour beaucoup de gens, médecins, ministres, gens au pouvoir, opposants aussi. Ça a été une épreuve sans précédent. C'est une épreuve qui, pour moi, n'a pas de comparaison dans ma vie politique et dans ma vie personnelle. Ça a été un engagement de tous les instants, avec le risque à un moment donné de voir littéralement s'effondrer l'économie française, et des risques très concrets d'avoir des pénuries d'alimentation dans les magasins, des risques financiers sur les marchés qu'il a fallu contenir. Donc oui, c'est une épreuve, elle est morale, elle est physique, et elle se voit effectivement dans un vieillissement accéléré. Vous avez changé au moral ? Ah oui, je pense qu'on s'endurcit dans ces épreuves. Le canard enchaîné, je vais vous sortir tous vos surnoms, c'est pas bien, mais vous vous souvenez du surnom de canard enchaîné ? Oui, il y en a eu beaucoup. Le propret à tout, de côté propre, opportuniste, etc. Là, vous avez changé aussi. Je pense qu'on s'endurcit dans les épreuves. Et que ces épreuves, vous les surmontez ou vous ne les surmontez pas. Et je crois que grâce à des équipes exceptionnelles à Bercy, une administration exceptionnelle, parce qu'on a beaucoup tapé sur l'État en disant l'État est inefficace, c'est faux. Le ministère de l'économie et des finances et ses agents ont été exceptionnels dans cette crise. Nous avons passé l'épreuve et nous l'avons passée avec succès. Vous êtes bon écrivain, Bruno Le Maire, je l'assume, de la même façon qu'on parlait d'Anne Sinclair tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont des écrivains assez médiocres. Vous êtes bon écrivain, vous avez beaucoup écrit sur la mort. Vous parlez de la mort de votre père, d'un ami très proche, etc. La mort si présente pour tant de gens pendant cette période, ça a compté pour vous ? Oui, parce qu'elle l'a été pour moi aussi. Il y a des personnalités politiques que j'ai beaucoup connues qui ont disparu. Je pense à Patrick Devedjian. Il y a des amis personnels qui sont morts. Je pense au président des artisans de France, Bernard Stalter. Je le voyais très régulièrement. Nous étions devenus amis. Il m'a envoyé des messages jusqu'à quelques jours avant sa disparition. Donc c'est pour ça que tous ceux qui traitent ce virus à la légère oublient là aussi trop vite, avec cet oubli qui est la marque de notre société, que des familles entières ont été très durement touchées par le Covid. Merci Bruno Le Maire. Allez, deux notes plus légères pour conclure. D'abord le cochon d'Inde, forcément, c'est Enora Almerdi, notre collègue qui voulait absolument qu'on le montre. Voilà. Ah oui, c'est Jackie. Personnage, Jackie, il vit toujours.
Il vit toujours, il va Maxime. très bien, il est rentré du Pays Basque, Ouais. il est en pleine forme. Vous avez été moqué à cause de Jackie, on a dit un ministre ne doit pas faire ça, vous l'assumiez? Oui, mais vous savez, je fais ce que je crois bon de faire et je l'assume totalement. Bruno Le Maire, je vais vous citer une phrase et me dire si vous savez de qui c'est. Un écrivain, plus à droite que vous, qui disait « Personne ne ment comme un ministre des Finances, le malheureux n'a pas le choix, le métier de ministre des Finances repose sur la confiance, qui elle-même repose sur le bluff. » Alors, je ne sais pas qui a dit ça, mais je dirais exactement l'inverse. C'est Paul Morand. Je pense, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour l'écrivain, mais aucun respect pour la personne qui a eu une vie assez contestable. Je crois, à l'inverse, que ce qui fait la force de la ministre des Finances, c'est la vérité de son discours. J'ai eu, depuis le début de cette crise, un discours de vérité sur la gravité de la crise, sur la durée qu'il nous faudrait pour la surmonter, et sur les immenses atouts qu'a la France pour la surmonter. Je continuerai à avoir ce discours de vérité. Mais, Bruno Le Maire, là où vous bluffez, mais vous n'êtes pas le seul, l'inconnu, on sait très bien que dans le monde de l'économie, l'inconnu, c'est le pire. C'est le premier niveau de cours de commerce, d'école d'hommes d'affaires. On est là dans une situation de très grande inconnue. Il y a quelques jours, des journalistes m'ont dit, voilà, en mai et juin, il y a d'excellents chiffres de consommation, l'économie redémarre. Est-ce que vous allez réviser le chiffre de la récession à moins 11% pour 2020 ? Je leur ai dit non, je ne le réviserai pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme vous le dites très bien, trop d'inconnus. Il y a le Brexit, il y a l'élection américaine dont vous avez longuement parlé, il y a le risque de reprise de l'épidémie. Donc, je ne jouerai pas avec la vérité. J'ai toujours dit la vérité aux Français. Il y a beaucoup d'inconnus devant nous, beaucoup d'incertitudes. Le redressement prendra au moins 2 ans, mais je pense que c'est possible en 2 ans. Mais ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a un chiffre qui est un petit peu meilleur qu'immédiatement, il faut crier victoire. Non, ça y est, on est sorti d'affaire. Ce n'est pas vrai. Tout cela sera affaire de temps, de détermination et de constance dans nos choix économiques. Monsieur le ministre, merci d'avoir été l'invité de LCI. Merci Darius Rochebin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant recevoir dans la suite de cette émission 3 invités pour 3 regards sur l'actualité. C'est le sens de l'information, le regard historique. Il s'installe sur ce plateau. C'est une première, il y a un peu de flottement. C'est ma faute aussi. Tout à l'heure, j'accueillais trop vite le ministre. Le regard historique avec Philippe Charlier, le regard linguistique avec Mathieu Avanzi et avec vous, Samira El-Gadir, le regard sur les réseaux, ce qu'ils apportent de fausseté, mais aussi de vérité. Et nous allons filer l'actualité du jour. Nous revenons d'ailleurs à plusieurs thèmes que nous avons développés, mais l'un que nous n'avions pas donné pour l'instant, ce sont les nouvelles concernant Alexeï Navalny, cet opposant russe qui aurait été empoisonné. Rappelons que pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse que l'hôpital allemand qui l'a reçu appuie ce soir. Elle estime qu'il y a des traces d'empoisonnement le concernant et évidemment cela relance l'accusation contre Moscou d'avoir peut-être, encore une fois, c'est un soupçon, empoisonné son opposant. Il y a une grande tradition, on va en parler avec vous, Philippe Charlier, grande tradition, on se souvient de ces images terribles de Litvinenko, qui était sur son lit d'hôpital après longue souffrance et qui avait été empoisonné. Oui, c'est Litvinenko qui est à Londres avec une théière, la théière maudite si on peut dire, une théière qui était remplie d'un liquide avec du polonium, un produit radioactif qui a entraîné son décès de façon assez rapide. C'est un peu une spécialité russe, si on peut dire, en tout cas soviétique au départ, d'empoisonner les opposants politiques. On connaît le coup du parapluie, si on peut dire, les parapluies bulgares dans les années 1978, toujours sur des opposants qui étaient réfugiés à Londres, au Royaume-Uni. Ensuite, il y a Viktor Yushchenko en 2004, l'opposant, cette fois-ci ukrainien, défiguré à vie. Son visage représentait ça, hein, bien le avant-après évidemment terrible. Oui. Voilà, ça, le monde entier, c'est là où peut-être on a été le plus frappé. Oui, on a vu directement comment il était possible de frapper un individu, de le défigurer, c'est-à-dire choquer autant son image, le rendre difficile à supporter au moment critique de la maladie, et puis aussi le tuer politiquement. On le voit maintenant dans l'état, et c'est à vie malheureusement, avec des lésions internes en plus. La différence de mentalité, hein, vu d'Occident, on se dit mais comment hostile, c'est tellement énorme, etc. Vu des Russes, il y a au contraire, pas toujours, hein, mais dans les cas où c'est avéré, il y a une façon de dire on ose. Oui, c'est un caractère un peu autocratique, un peu oriental pour le coup, de dire
Voilà, c'est un message envoyé, on va dire, aux opposants politiques, pour lequel on trouve une histoire bien plus ancienne. Toute personne qui s'oppose à nous sera soit défigurée, soit morte, soit en tout cas incapable de nous nuire. Donc on se dit, nous, de notre côté occidental, c'est très gros. De leur côté, c'est non, message envoyé, très clair, et aucune possibilité de s'en sortir. Alors, pour les opposants, ils ne le reconnaîtront pas. Pour les agents, en revanche, les gens du FSB disent, oui, quelqu'un qui vous trahit est mort. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, c'est une longue tradition également qu'on peut presque dire héritée d'une antiquité. C'est quelque chose qu'on retrouve entre le tsar Poutine, le nouveau tsar russe et les Césars de l'Antiquité. C'est une tradition qu'on retrouve, tout opposant politique. Souvenons-nous par exemple d'Agrippine qui a probablement, c'est la tradition, peut-être sur un fond de vérité, moi j'aimerais bien avoir le squelette pour pouvoir vous le dire, qui a fait assassiner peut-être Claude avec un plat de champignons, en tout cas c'était la tradition et l'usage, et puis ensuite Néron qui a fait assassiner sa maman Agrippine, et puis ensuite qui s'est débarrassé, toujours avec la même sorcière locuste d'origine gauloise, et bien il s'est débarrassé peut-être de Britannicus. Les Borgia, il y a eu tellement de séries fascinantes, voilà, c'est la suite de ça. C'est la suite de ça, alors, avec un César toujours, César Borgia en l'occurrence, on est donc à la Renaissance italienne, fin du 15e, début du 16e, et il utilise notamment sa sœur, et peut-être plus, cette femme magnifique, pour être objectif, Lucrèce Borgia, dans l'entourage du pape, pour gagner au fur et à mesure autour de Rome et dans les États latins de plus en plus d'importance. On le tue soit par les armes blanches, soit par les poisons, insidieux, mais parfois ça se retourne contre eux, c'est peut-être le cas d'ailleurs du pape Alexandre VI. Constance de l'histoire. D'abord, il y a ce mot terrible de Staline qui dit « la mort résout tous les problèmes ». C'est vrai que voilà, ça c'est sans remède. Il n'y a pas de témoin qui parle en étant mort, c'est certain. Donc c'est une solution définitive et en effet très efficace. Et aussi la difficulté de prouver, on va le voir sans doute dans l'affaire Navalny, mais dans beaucoup d'autres, il y a un flou qui demeure. Oui, on trouve des conséquences physiologiques, mais identifier le poison, qui est un poison de plus en plus labile, de plus en plus, il se disperse très très vite. C'est pour ça qu'il y avait urgence aussi à le faire partir à la Charité, à Berlin, c'est pour trouver le plus vite possible la molécule en cause. On parlera de sujets plus gais la prochaine fois, mais une image encore. On n'est pas obligé. Ah mais oui, ça c'est votre spécialité, vous trouvez ça évidemment très intéressant. Une image qui dit qui vous êtes, Philippe Charlier, votre rôle au Quai Branly, on en parlera, puis votre longue habitude des cadavres, puisque vous les faites parler pour enquêter sur l'histoire. En l'occurrence, c'était une momie sicilienne, mais il y aura des sujets beaucoup plus souriants aussi dans cette rubrique historique. Deuxième explication, deuxième sens de l'info, en suivant un mot qui a été plusieurs fois prononcé. On l'a entendu dans la bouche de Renaud Muselier, on l'a entendu dans la bouche de Gérald Darmanin. On va revoir le tweet peut-être qu'il a signé tout à l'heure dans la journée quand il dit « La sauvagerie de certains délinquants cette nuit, 16 agents des forces de l'ordre blessés, 12 magasins attaqués, etc. » Ce mot, sauvagerie, sauvageant, ensauvagement, c'est vraiment un mot de 2020. C'est un lexique qui est en train de revenir sur le devant, sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, mais également dans les médias. Donc, de plus en plus, des mots autour du mot sauvage, donc qui définit quelqu'un qui est à l'état de nature ou qui s'oppose à quelqu'un de civilisé. Donc, on a ensauvagement, sauvagerie et sauvage, évidemment. Sauvageon aussi. Si on regarde la définition apparemment objective, c'est comme ça que se présentent les dictionnaires. Alors il y a l'aspect péjoratif, primitif qui s'oppose à civilisé, et il y a quelque chose d'inhumain, de barbare. On voit que la limite, c'est pas seulement droite et gauche, c'est civilisation ou non, c'est ceux qui croient que c'est pas toujours égal. C'est ça. Alors, dans le terme sauvage, si on veut, il y a l'opposition avec la civilisation. Donc, il y a le point de vue des gens civilisés et des gens non civilisés. Donc, évidemment, avec tous les poncifs et les stéréotypes qui vont autour, quoi. En tout cas, c'est une expression qui a souvent dépassé les clivages. On va le rappeler avec quelques souvenirs sonores. Un sauvageon, c'est un arbre qui n'est pas greffé, un plan d'arbre qui n'est pas greffé. Et nous sommes en présence de jeunes qui n'ont pas reçu de leur famille ou de l'éducation de l'école les éléments qui leur permettraient de comprendre ce que sont les règles. Insécurité physique, avec un ensauvagement progressif de la société, avec ces meurtres gratuits au couteau, à la machette, au sabre japonais. On a partout aussi une violence extrême, une espèce d'ensauvagement de la société, où parfois au nom de la liberté, on commet les pires violences. Voilà, Mathieu Avanzi, c'est très large dans le spectre. Visiblement, vous enseignez la linguistique à la Sorbonne, mais il y a toujours un aspect politique, c'est toujours connoté. C'est ça, les mots sont souvent très politiques. Donc là, on a vu des exemples où c'était plutôt à gauche. Et puis récemment, d'après les derniers événements, c'est surtout à droite, voire extrême droite, qu'on utilise le mot ensauvagement. Merci Mathieu Avanzi. Et on vous retrouve demain. Vous nous parlerez notamment de la rentrée scolaire. Et là, c'est beaucoup plus gai
Hein, ce qu'on met dans sa trousse, par exemple. Merci. Et puis, la troisième rubrique avec vous, Samira El-Gadir, bonsoir. Troisième éclairage, c'est l'Internet, avec ce qu'il donne de fausseté et de vérité. Insistons là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le virologue. Il y a le délire sur Internet, mais il y a aussi des vérités, notamment là, sur le Covid, on l'a vu notamment sur les masques. En tout cas, il y avait, alors les masques, on peut parler aussi de la propagation du virus dans l'air. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes ces publications alarmistes qui affirmaient dès le mois de mars que le virus est dans l'air des rues et qu'il est soulevé par les courants d'air sur le sol. À cette époque, voilà, on avait tous peur, on était en plein confinement, on n'osait même pas ouvrir ses fenêtres. Alors elles étaient exagérées, ces rumeurs, mais elles ont quand même le mérite d'exister, ces publications, parce qu'elles ont servi de déclencheur. La recherche a avancé sur cette question aujourd'hui. Un mois plus tard, des chercheurs finlandais avaient réalisé cette modélisation en 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, on la voit. Pour la première fois, on a pu visualiser le trajet des gouttelettes dans un lieu clos. Et à l'époque, beaucoup de gens disaient c'est pas possible, c'est bidon, on exagère, etc. Or, ça précédait quand même des mesures qu'on a vues. Parce que les autorités sanitaires aussi à l'époque étaient assez catégoriques là-dessus. Nous disaient, moi je me rappelle de l'OMS qui excluait tout risque de contamination. Aujourd'hui, elle est revenue sur ses propos, en tout cas elle nuance ses propos. Une responsable de l'OMS affirmait le mois dernier que des preuves émergent dans ce domaine et selon elle, nous devons être ouverts à cette possibilité, c'est-à-dire mettre en place des mesures pour lutter contre cette voie de transmission aérienne. Et le résultat, ce sera les masques en entreprise dès le 1er septembre. Alors, on a fait l'éloge du net pour les vérités. Il y a quand même évidemment beaucoup de fausseté ces dernières heures, en particulier. Alors là, voilà, celle-là, pour le coup, elle va bien illustrer ce qu'on peut voir de pire sur le net. Une vidéo qui a tout de même été vue plus d'1 million de fois sur Facebook et sur YouTube. Elle commence très fort. Regardez et écoutez, moi, personnellement, je m'en lasse pas. L'alerte vaccin, l'auteur est un certain Frédéric Chaumont. On a cherché avec notre service de vérification. Il n'a aucune compétence médicale hormis un diplôme en optique sur ce qu'il mentionne sur son profil Facebook, mais pourtant ça ne l'empêche pas de nous promettre toute la vérité sur le vaccin que l'ordre mondial veut nous imposer. Et ça, c'est la première erreur en fait de sa vidéo. Il n'existe pas à ce stade un vaccin, mais 26 candidats vaccins dans le monde. La plupart ne sont même pas au stade de test. Et pour l'instant, on évalue juste la sécurité des produits qu'ils contiennent. Donc, aucun vaccin à ce jour n'est considéré comme le vaccin. Merci. Pardon. Non, je vous en prie, Samira. Il y a une deuxième erreur. L'auteur affirme qu'un brevet a été déposé par Bill Gates et qu'elle permettra d'intégrer des nanoparticules au futur vaccin. On peut l'écouter. Pour nuire à nos libertés individuelles, on peut l'écouter. Pardon. Le vaccin et les nanoparticules sont mélangés dans la seringue. Et le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Alors évidemment, ça peut prêter à sourire. Je vous dis, moi je m'en lasse pas personnellement, mais arrêtons-nous quand même sur ce mot nanoparticules qui peut peut-être vous intéresser. Il n'est pas utilisé par hasard. En fait, des chercheurs américains travaillent sur cette technologie dans le cadre de vaccination, notamment dans les pays en développement. L'idée, c'est de remplacer un petit peu le carnet de santé chez nous, d'aller dans des villages reculés et de pouvoir tracer les gens qui ont été vaccinés ou pas. Donc cette technologie de nanoparticules, elle est à l'étude. Ils ne l'utilisent pas par hasard. C'est toujours pareil dans les théories conspirationnistes, on essaye d'aller chercher des informations puis on les détourne dans le sens qui nous arrange, mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est vraiment au stade de recherche et rien à voir avec le Covid-19. Merci Samira. Samira, vous êtes aussi une marque que TF1 et LCI va développer, les vérificateurs pour parler du vrai, du faux, du net, et puis de ce qui est indéterminé, puisqu'on en parlera demain. C'est souvent le cas, l'incertitude reste longue à trancher. Merci beaucoup, à demain pour ces chroniques. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour cette première émission, de votre indulgence pour parfois un peu de désordre d'essuyer les plâtres. Et à demain, et tout de suite, je cède la parole à Julien Arnaud pour le Grand Soir. À demain. C'était